Mon nom est Grayson Dixon. J'ai 32 ans et il y a 3 semaines, mes parents se sont levés lors de leur dîner du 40e anniversaire de mariage et ont annoncé à 30 invités, nous emmenons toute la famille à Hawaï la semaine prochaine pour une autre célébration. Tout le monde a applaudi. Ma belle-sœur a poussé un cri d'excitation. J'ai souri, imaginant déjà les palmiers et la brise océanique. Mais premières vraies vacances depuis des années. Puis j'ai fait l'erreur de poser une simple question, à quelle heure est notre vol? Mon père m'a regardé. Comme si j'avais parlé une langue étrangère. Le sourire de ma mère s'est figé. Et devant chaque invité de cette pièce, mon père a dit, tu n'as pas besoin de savoir, Grayson. Tu ne fais pas partie de ce voyage. Quelqu'un doit rester pour s'occuper des enfants. 30 pères Dieu. 30 témoins du moment où ma famille m'a dit que je n'étais pas vraiment de la famille. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, veuillez prendre un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si cette histoire résonne en vous, et laissez un commentaire en me disant d'où vous regardez. Maintenant, pour comprendre pourquoi j'ai tout abandonné, laissez-moi vous ramener aux heures précédant cette humiliation. La journée a commencé comme tous les autres événements majeurs de la maison Dixon. Avec moi au travail et tous les autres à regarder. Je suis arrivé chez mes parents dans la banlieue de Boston à 8 heures. Leur maison est l'une de ces coloniales étendues avec des piliers blancs et une pelouse qui semble avoir été coupée avec des ciseaux à ongles. Elle crie un vieil argent. Même si mon père, Harold, est à la retraite depuis 5 ans et passe la plupart de son temps à protéger son fonds de retraite comme un faucon. J'ai garé ma berline de 10 ans sur le trottoir. Je savais qu'il valait mieux ne pas me garer dans l'allée. Cet espace était réservé. Toujours réservé. Effectivement, juste au centre du cercle pavé, se trouvait un tout nouveau Porsche Cayenne noir de jet. Il appartenait à mon jeune frère, Mason, ou plus précisément, la banque en était propriétaire, et Mason payait la location avec de l'argent qu'il n'avait pas vraiment, je le savais. Je suis entré dans la cuisine par la porte latérale. Ma mère, Patricia, n'a pas dit bonjour. Elle a pointé une pile de couverts sur l'îlot. Grayson. Enfin. Les traiteurs sont en retard avec les amuse-gueules. J'ai besoin que tu polisses ça. J'ai trouvé une tache sur une fourchette plus tôt. C'était embarrassant. Bonjour à toi aussi, maman, dis-je en posant mon sac. Elle ne leva pas les yeux de son presse-papier. Et après ça, vérifie les verres à vin. Elena veut le cristal, pas le verre de tous les jours. Assure-toi que c'est le service Waterford. Elena est la femme de Mason. Elle n'est pas une Dixon par le sang, mais elle s'intègre mieux à cette famille que je ne l'ai jamais fait. Elle est exigeante, bruyante et obsédée par le statut. Pendant les 6 heures suivantes, je ne me suis pas assis. J'ai poli l'argent jusqu'à ce que mes doigts sentent la pâte métallique. J'ai arrangé les fleurs parce que le fleuriste n'avait pas compris la vision de Patricia. J'ai déplacé les meubles pour créer une piste de danse dans le salon. À un moment donné, Mason est entré. Il portait un polo qui coûtait probablement plus cher que mon paiement d'assurance auto. Il tenait un verre de scotch, la glace tintant contre le verre. Et, Gray, dit-il, en s'appuyant contre le comptoir que je venais de nettoyer. La bière se réchauffe un peu dans la glacière dehors. Tu devrais peut-être y ajouter de la glace. Il n'a pas proposé d'aider. Il n'a pas demandé comment j'allais. Il a juste donné un ordre et a pris une gorgée de sa boisson. Je m'en occupe. Mason, dis-je, gardant ma voix égale. Je suis juste en train de finir les centres de table que maman voulait. Super. Merci, mon pote. Il me tapota l'épaule d'un rythme condescendant. Tape, 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 et sortit sur le patio pour rire avec notre père.
C'était la dynamique. Cela avait toujours été là. Dynamique. Mason était l'enfant prodige, l'entrepreneur qui avait toujours un nouveau projet d'investissement. J'étais Grayson, le comptable, le gars qui faisait les calculs, le gars qui faisait fonctionner les choses en coulisses. Fiable, ennuyeux, invisible. Vers 18h, les invités ont commencé à arriver. C'étaient des gens que mes parents connaissaient depuis des décennies. Des voisins, d'anciens partenaires commerciaux, des amis de l'église, des gens qui jugeaient votre valeur par la voiture dans votre allée et l'étiquette sur votre costume. J'avais enfilé une simple chemise noire boutonnée et un pantalon. J'avais l'air présentable, mais apparemment pas assez pour être un invité. Grayson. Ma mère siffla, me tirant dans le garde-manger alors que je sortais. Un plateau de cocktail de crevettes. Essaie de te fondre dans la masse. Ne rôde pas près des invités à moins de leur offrir du vin. Nous ne voulons pas encombrer la pièce. Je suis ton fils, maman, dis-je un peu plus sèchement que je ne l'avais voulu. Je ne suis pas le personnel engagé. Elle ajusta son collier de perles, ses yeux froids. Alors arrête de faire ton martyret. Rends-toi utile. Elena a besoin d'aide avec les enfants. Sophie pleure dans le salon. J'ai ravalé ma colère. Je suis allé au salon. Ma nièce Sophie, 4 ans, et mon neveu, Oliver, 6 ans, étaient en train de détruire une pile de coussins. Coûteux. Elena se tenait dans l'embrasure de la porte, tenant un verre de chardonnay, l'air agacé. Enfin, dit-elle en me voyant. Sophie a renversé du jus. Ma robe est en soie, Grayson. De la vraie soie. Je ne peux pas la tenir en ce moment. Peux-tu la nettoyer? J'ai pris les lingettes humides. J'ai nettoyé le visage de ma nièce. J'ai distrait Oliver avec un tour de magie utilisant une pièce de monnaie. C'étaient de bons enfants, pour la plupart. Ils avaient juste des parents qui les considéraient comme des accessoires plutôt que comme des êtres humains. Quand je suis revenu à la fête principale, le dîner était servi. Je n'avais rien mangé de la journée. Il n'y avait pas de place pour moi à la table principale. Il y avait 30 places. Mes parents, Mason, Elena et 26 invités. Oh, dit mon père, me voyant tenir une assiette de nourriture que j'avais prise au buffet. Nous avons mal compté les chaises. Prends juste un tabouret à l'îlot. De la cuisine, Grayson, tu pourras entendre les discours de là. Je me suis assis sur un tabouret en bois dans la cuisine, mangeant seul des lasagnes tièdes, écoutant les rires dans la pièce d'à côté. J'ai regardé par l'embrasure ouverte. J'ai vu mon père se lever, tapant son verre de champagne avec une cuillère en argent. Une cuillère que j'avais polie. 40 ans, tonna mon père. Sa voix pleine de cette chaleur charmante qu'il activait pour les étrangers. 40 ans à construire cette vie, à construire cette famille. Il passa son bras autour de ma mère. Elle rayonnait, l'air plus jeune que ses 65 ans. Mason leva son verre haut. Elena posa sa tête sur l'épaule de Mason. C'était un tableau parfait, le patriarche réussi, l'épouse dévouée, le beau-fils, la belle-fille. Et pour célébrer ce jalon, mon père continua, regardant autour de la pièce. Patricia et moi avons une surprise. La pièce devint silencieuse. Je me penchai en avant sur mon tabouret. La semaine prochaine, annonça-t-il, nous emmenons toute la famille à Hawaï, une semaine au Four Seasons à Maui, une seconde lune de miel pour nous, et une célébration pour nous tous. La pièce explosa. Les gens applaudirent. Comme c'est généreux, cria quelqu'un. Merveilleux, cria un autre. J'ai ressenti une brusque inspiration d'air dans ma poitrine. Hawaï. Le Four Seasons. J'ai regardé le calendrier dans ma tête. Je venais de finir la saison fiscale chargée. Mon emploi du temps était libre. Je pouvais vraiment y
Allez. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti une étincelle d'inclusion. C'était peut-être ça. Peut-être que le placement séparé n'était qu'une omission. Peut-être qu'il me voulait vraiment là. Je me suis levé et je suis entré dans la salle à manger. J'avais un sourire sur mon visage, un vrai. Ça a l'air incroyable, papa, dis-je, m'approchant de la table pendant une pause dans les applaudissements. J'ai toujours voulu voir Moï. À quelle heure est notre vol? Le silence qui a suivi n'était pas le silence d'admiration. C'était le silence d'un accident de voiture. Le sourire de mon père n'a pas disparu, mais ses yeux ont changé. Ils sont devenus plats. Il a regardé ma mère, puis moi. Il m'a regardé avec un mélange de pitié et d'irritation, comme si j'étais un chien qui avait sauté sur le canapé. Grayson, dit-il, sa voix projetée clairement jusqu'au fond de la pièce. Tu n'as pas besoin de connaître l'heure du vol. Je ne comprends pas, dis-je. Tu as dit toute la famille. Tu ne fais pas partie de ce voyage, dit-il. J'ai senti le sang me quitter le visage. J'ai senti la chaleur monter dans mon cou. Quoi? Quelqu'un doit rester, ma mère est intervenue, sa voix légère et aérienne, comme si elle expliquait pourquoi il n'y avait plus de lait. Mason et Elena ont besoin de vraies vacances. Ils travaillent si dur. Ils ont besoin de temps pour se retrouver en tant que couple. Et les enfants, ai-je demandé, ma voix tremblant légèrement. Exactement, dit mon père, me pointant du doigt. Tu restes ici. Tu resteras à la maison et tu t'occuperas d'Oliver et Sophie. Cela nous évite le coup d'une nounou, et les enfants sont à l'aise avec toi. Tu veux que je fasse du babysitting pendant que vous allez tous dans un hôtel 5 étoiles? Ce n'est pas juste du babysitting, Grayson, ajouta Elena, roulant des yeux. C'est du temps en famille. Tu adores les enfants. Je ne vois pas pourquoi tu fais la grimace. Tu n'as rien d'important à faire de toute façon, dit ma mère, le coup de grâce. Ton travail est flexible. Tu es toujours juste là. J'ai regardé autour de la pièce. Madame Miller, la voisine, baissa les yeux vers son assiette. L'invité qui chuchotait au bout de la table se pencha vers son mari. J'ai lu sur ses lèvres. Pauvre chose. Il ne voyait pas un fils. Il ne voyait pas un homme. Il voyait un serviteur. Il voyait une commodité. Il voyait un meuble dans la maison. Comme une lampe ou un lave-vaisselle. Quelque chose à utiliser et à ignorer. Jusqu'à ce que cela cesse de fonctionner. Je suis resté là, paralysé. Mon père s'est tourné vers les invités, levant son verre à nouveau. À la famille, cria-t-il, essayant de passer outre le malaise. À la famille, les invités ont fait écho, bien que leurs voix fussent plus faibles cette fois. Je n'ai pas bu. Je me suis retourné et je suis retourné dans la cuisine. Je me suis appuyé contre le comptoir de granit froid, mon cœur battant contre mes côtes comme un oiseau piégé. J'ai regardé par la fenêtre la porche de Mason. Puis j'ai regardé mon reflet dans la vitre sombre de la porte du four. J'avais l'air pathétique. Et à ce moment-là, quelque chose en moi a cédé. Ce n'était pas un craquement fort. C'était silencieux. C'était le son d'une lourde corde qui finissait par s'effilocher sous trop de tension. Il pensait que j'étais juste Grayson, le comptable. Grayson, la babysitter gratuite. Mais il ne savait pas tout. Il ne connaissait pas les emails que j'avais dans ma poche. Il ne connaissait pas l'appel téléphonique que j'avais reçu il y a 3 semaines. Et il ne savait certainement pas que le rien d'important que je faisais de mon temps était sûr. Le point de me rapporter plus d'argent en une nuit que Mason n'en gagnait en un an. Je suis resté longtemps dans la cuisine, écoutant la fête continuer.
L'humiliation était un poids physique lourd dans mon ventre. Mais étrangement, à mesure que le choc s'estompa, il fut remplacé par une clarté froide et nette. Ce n'était pas nouveau. C'était juste la version la plus forte d'une chanson qu'il avait jouée toute ma vie. Cela a commencé quand j'étais jeune. J'étais le fiable. Mason était le fougueux. C'était le mot de code. Quand Mason cassait une fenêtre, il était fougueux. Quand j'avais des appartous, je répondais aux attentes. Je me souviens de ma remise de diplôme du lycée. J'étais major de promotion. J'avais préparé un discours. Ce matin-là, Mason, qui était en deuxième année, s'est réveillé avec un mal de ventre, pas de fièvre, pas d'appendicite, un mal de ventre parce qu'il avait mangé trop de malbouffe la nuit précédente. Ma mère est restée à la maison pour le soigner. Mon père m'a déposé à la porte de l'école et a dit « Nous attendrons la vidéo, fiston. Quelqu'un doit être avec ton frère. » J'ai prononcé mon discours devant une mère d'étranger. Quand j'ai regardé l'auditoire, cherchant ma famille, j'ai vu des chaises vides. Après l'université, je suis devenu expert comptable, public agréé. C'était une carrière solide et respectable. Mes parents ont hoché la tête quand je leur ai dit « Bien », avait dit mon père. Nous aurons besoin de quelqu'un pour gérer les droits de succession un jour. C'était tout. Pas de « Je suis fier de toi ». Juste un calcul de mon utilité future. Mason, d'autre part, a à peine réussi un collège d'État et s'est immédiatement déclaré entrepreneur. Mon père lui a remis l'argent de départ pour sa première entreprise, une brasserie artisanale qui n'a jamais brassé une seule bouteille. Puis ce fut une start-up technologique qui n'avait pas de code. Puis une agence immobilière. Et qui a nettoyé le désordre? Moi. Pendant les 5 dernières années. J'ai fait les impôts de mes parents. J'ai fait les impôts de Mason. J'ai fait les déclarations d'entreprise pour les LLC de Mason. J'ai tout fait. Gratuitement. Remise familiale, mon père l'appelait. En avril dernier, je me suis assis avec Mason pour revoir ses déclarations. Mason avait jeudi, en pointant le grand livre. Tu perds de l'argent. Ce contrat de location pour la Porsche. Tu ne peux pas le déduire comme dépense professionnelle. Tu n'es plus agent immobilier. Et ces dîners, $5000 en sushi. Mason avait ri, se penchant en arrière dans ma chaise de bureau. Une chaise que j'avais payée. Détends-toi. Gray. Tu es le magicien. Fais disparaître tout ça. C'est ce que papa dit que tu sais faire. Je ne suis pas un magicien. Je suis un comptable. Si l'IRS t'audite, tu vas en prison où tu paies d'énormes pénalités. Ils ne mauditeront pas, dit-il d'un ton désinvolte. Je suis un petit poisson. Arrange juste ça. Elena veut aller à Aspen cet hiver et j'ai besoin que le remboursement soit bon. Je l'ai arrangé. Je l'ai toujours arrangé. J'ai légalement minimisé sa responsabilité, utilisé des échappatoires jusqu'à en avoir le vertige et lui ai fait économiser des milliers. Il n'a même pas dit merci. Il a juste pris le chèque de remboursement et a acheté un bracelet en diamant à Elena. Mais il y avait une autre facette de ma vie. Une facette dont il ne savait rien. Il y a 3 ans, après une rupture brutale avec une femme qui m'avait dit que j'étais trop gentil et trop ennuyeux, j'ai commencé à me promener dans la ville la nuit. Je ne pouvais pas dormir. J'ai trouvé un vieux Canon DSLR dans un prêteur sur gage. Il était abîmé. La bague de l'objectif était lâche, mais la lentille était propre. J'ai commencé à prendre des photos. Je ne photographiais pas les couchers de soleil ou les jolis bâtiments. Je photographiais des hommes comme moi. Les hommes invisibles. Le concierge fumant
Une cigarette dans l'allée à 2 heures du matin. Son visage illuminé par la braise du tabac. L'ouvrier du bâtiment mangeant un sandwich sur une poutre en acier. Les jambes pendantes au-dessus du chaos de la circulation. Les pères fatigués dans le métro tenant des enfants endormis, leurs yeux creux d'épuisement. J'ai appelé la série Invisible Men. Je les ai postés sur Instagram sous un pseudonyme. Shadowboxé. Je ne m'attendais à rien. C'était juste une façon de crier sans faire de bruit. Mais les gens ont commencé à écouter. D'abord, quelques centaines de likes, puis des milliers, puis des commentaires comme cela m'a fait pleurer. Ou, je vois mon père là-dedans. Ou c'est exactement ce que je ressens tous les jours. J'avais 45 000 followers. Ma famille ne le savait pas. Pour eux, Instagram servait à Elena à poster des photos de son brunch ou à ma mère à espionner les vacances de ses amis. Ils ne regardaient jamais l'art. Puis, il y a 3 semaines, la même semaine où mes parents devaient réserver ce voyage à Hawaï, j'ai reçu l'email, objet de demande de représentation, Coastal Light Gallery. Mes mains avaient tremblé en l'ouvrant. C'était de Marcus Coleman. Si vous connaissez la photographie, vous connaissez Marcus Coleman. Il dirige la galerie la plus prestigieuse de Carmel by the Sea, en Californie. Il découvre des légendes. Cher Shadow Boxer, votre travail me hante. Il est brut, masculin et incroyablement tendre. J'ai une place qui s'ouvre le mois prochain. Pour une exposition personnelle. Je veux vous faire venir. Je veux vous représenter. S'il vous plaît, dites-moi que vous êtes réel. Je n'avais pas répondu. Pourquoi? Parce que j'avais peur. Parce que la voix dans ma tête, la voix qui ressemblait exactement à celle de mon père, disait « Ne sois pas ridicule. Tu es incontable. Tu n'es pas un artiste. Les artistes meurent de faim. Les artistes sont irresponsables. » J'avais rédigé un email de refus 10 fois. J'allais l'envoyer demain. J'allais rester à Boston, m'occuper de ma nièce et de mon neveu, faire mon travail et continuer à être le bon fils invisible. Mais debout dans cette cuisine, regardant le dos de ma famille alors qu'il célébrait le fait de me laisser derrière, quelque chose a changé. Les hommes invisibles de mes photos, ils avaient de la dignité. Ils travaillaient dur. Ils portaient leur fardeau en silence, oui, mais ils avaient des âmes. Ma famille ne voyait pas mon âme. Ils ne voyaient même pas mon travail. Ils ne voyaient qu'une machine qui produisait des déclarations de revenus et des services de garde d'enfants. Elena est entrée dans la cuisine, me tirant de mes pensées. Elle tenait une bouteille de vin vide. Grayson, nous sommes à court de Pinot Grigio. Vérifie la cave. Et dépêche-toi. Madame Miller demande un réapprovisionnement. Elle ne s'est pas excusée pour l'annonce d'Hawaï. Elle n'avait pas l'air embarrassée. Elle voulait juste son vin. Elena dit je. Le vin. Grayson, sais-tu combien coûte une nounou pour une semaine à Boston? Elle fronça les sourcils, confuse par la question. Je ne sais pas, cher. C'est pour ça que c'est toi qui t'en occupes. Écoute, ne sois pas mesquin. Papa a déjà décidé. Papa a décidé, ai-je répété. Oui. Maintenant, va chercher le vin. Elle a tourné les talons, sa robe de soie bruissant autour de ses jambes. Je suis allé à la cave. Mais je n'ai pas pris le vin. Je suis resté dans l'obscurité fraîche, entourée de poussière et de bouteilles vintage que mon père collectionnait mais ne buvait jamais. J'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert l'email de Marcus Coleman. Il était toujours dans mon dossier brouillon. J'ai appuyé sur modifier. J'ai supprimé le refus poli que j'avais écrit. Mes pouces ont bougé rapidement, tapant avant que je ne perde mon sang-froid.
Monsieur Coleman, je suis réel. Mon nom est Grayson Dixon. Je peux être à Carmel dans 5 jours. Faisons l'exposition. Envoyé. J'ai fixé l'écran. Le petit bruit de l'envoi de l'email me semblait plus fort que la fête à l'étage. Je venais de m'engager à traverser le pays. Je venais de m'engager dans une nouvelle vie. Mais je n'étais pas encore libre. Je devais encore survivre à la nuit et je devais encore savoir exactement à quel point la pourriture de cette famille était profonde. J'avais besoin de preuves parce que je les connaissais. Quand je partirais, ils me peindraient comme le méchant. Ils diraient à tout le monde que je les avais abandonnés, que j'étais instable, que j'étais cruel envers les enfants. J'avais besoin d'une assurance. Je suis remonté à l'étage les mains vides. Elena attendait. Où est le vin? Nous n'en avons plus, ai-je menti. J'ai vérifié tous les casiers. Elle souffla. Inutile. D'accord. Je boirai le merlot. La fête s'est éternisée jusqu'à minuit. J'ai nettoyé les assiettes. J'ai sorti des sacs poubelles lourds de carapaces de homard et de gâteaux à moitié mangés. J'ai regardé mon père serrer des mains et accepter les félicitations pour 40 ans d'un mariage qui était surtout une performance. Lorsque le dernier invité est enfin parti, la maison est tombée dans un silence désordonné. Mes parents sont montés épuisés. Mason et Elena se sont effondrés sur les canapés du salon. Et, Gray a appelé Mason, sa voix légèrement pâteuse. N'oublie pas de faire tourner le lave-vaisselle avant de partir. Sois là à 8 heures demain. Nous avons beaucoup de choses à faire et Oliver a besoin d'être conduit à l'entraînement de football. Bien sûr, dis-je. 8 heures. J'ai attendu qu'il monte à la suite d'invités. J'ai attendu que la maison soit sombre. J'aurais dû simplement partir, mais j'avais besoin d'une chose. Ma mère m'avait demandé d'envoyer un email à un fournisseur plus tôt dans la journée en utilisant son ordinateur portable qui était posé sur le comptoir de la cuisine. Je savais qu'elle ne se déconnectait jamais de son email. J'ai ouvert l'ordinateur portable. L'écran brillait en bleu dans la cuisine sombre. J'étais sur le point de fermer l'onglet quand j'ai vu mon nom dans l'objet d'un fil de mail récent. Sujet, logistique Hawaii à Grayson. C'était un fil entre ma mère et Elena. Daté d'il y a 3 jours. Mon doigt a plané sur le pavé tactile. Je savais que je ne devais pas le lire. Je savais que ça ferait mal. Mais après cette nuit, je devais connaître le prix total de mon admission dans cette famille. J'ai cliqué. La lumière bleue de l'écran de l'ordinateur portable ressemblait à une lampe d'interrogatoire dans la cuisine sombre. Le bourdonnement du réfrigérateur était le seul son dans la maison. Un ronronnement grave qui correspondait au bourdonnement dans mes oreilles. J'ai lu la chaîne. De mai du bas vers le haut. De Patricia Dixon à Elena Hartley, date. Mardi 10h15. Chère Elena, ne t'inquiète pas pour le budget garde d'enfants pour le voyage. Harold et moi sommes d'accord, nous allons juste laisser Grayson. Il peut rester à la maison avec Oliver et Sophie. Il n'a rien d'important à faire. Ces petits clients comptables peuvent attendre. C'est comme avoir de l'aide gratuite. Et honnêtement, il devrait être reconnaissant que nous lui donnions un but. Il est toujours si maussade. J'ai senti un œuf froid se serrer dans mon estomac. Mossad, aide gratuite, but. J'ai fait défiler jusqu'à la réponse. D'Elena Hartley à Patricia Dixon, date, mardi 10h45. C'est un soulagement. L'agence de Nounou voulait $2000 pour la semaine plus les heures supplémentaires. C'est fou. Cet argent peut aller pour les soins au spa à la place. En plus, Grayson est une mauviette. Dis-lui juste que c'est une affaire de devoir familial.
Il adore ça. C'est un peu triste honnêtement à quel point il est désespéré de vous faire plaisir, mais au moins ça nous arrange. Elle riait. À gorge déployée de m'avoir manipulé, d'avoir utilisé mon désir d'amour comme une laisse. J'ai lu la réponse finale de mon frère Mason qui avait été citée dans le fil de discussion, de Mason Hartley à Elena Hartley, Patricia Dixon, date mardi 11h. Parfait. Assure-toi qu'il sache qu'il doit aussi faire le jardin. Pendant que nous sommes partis. Le paysagiste coûte trop cher. Et dis-lui de nettoyer la Porsche. Je veux qu'elle soit propre quand nous reviendrons. Il adore faire des tâches subalternes. Ça le fait se sentir utile. Ma main tremblait si fort que je pouvais à peine contrôler la souris. Tâche subalterne. Mauviette. Ce n'était pas seulement qu'il m'utilisait. C'était qu'il me méprisait. Il se moquait de moi. Il riait numériquement à mes dépens tout en planifiant des vacances avec l'argent que je les avais aidés à économiser. J'ai mis la main dans ma poche et j'ai sorti mon téléphone. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je suis devenu froid. Glacial. C'était le genre de froid qui brûle. J'ai pris des photos claires et haute résolution de chaque email. J'ai capturé les en-têtes, les dates, les eurodatages. J'ai capturé les LOL et les commentaires sur la mauviette. Puis je suis allé dans l'historique du navigateur et j'ai effacé le cache de la dernière heure. J'ai fermé l'ordinateur portable exactement comme je l'avais trouvé. J'ai regardé autour de la cuisine. Il y avait une pile de vaisselle sale dans l'évier que Mason m'avait dit de laver. Il y avait une liste sur le comptoir, écrite à la main par Elena. Je l'ai prise. Liste de choses à faire de Grayson. 1. Déposer les enfants à l'école à 8h pile. 2. Récupérer le nettoyage à sec de Mason. Le ticket est sur le frigo. 3. Acheter de la nourriture spécialisée pour Buster. Le chien chez le vétérinaire sur Mainsaint. 4. Laver et cirer la Porsche. 5. Désherber la roseraie. 6. Organiser le garde-manger. 7. Pas de temps d'écran pour Oliver. Elle l'avait écrit comme si j'étais un employé en période d'essai. J'ai pris un stylo dans le porte-gobelet. J'ai retourné la liste. Au dos vierge, j'ai écrit 3 mots, je démissionne, Gray. J'ai laissé la note sur le comptoir juste à côté des clés de ma berline. Je suis sorti par la porte latérale. L'air nocturne était frais. Je suis allé à ma voiture, ma Honda de 10 ans. Elle avait une bosse sur le pare-choc et la climatisation ne fonctionnait pas très bien, mais elle était à moi. Elle était entièrement payée. Contrairement à la Porsche de Mason, la banque n'en possédait pas la moindre vis. Je suis monté, j'ai démarré le moteur et j'ai reculé de l'allée. Alors que je prenais la rue, j'ai regardé la maison une dernière fois. Elle avait l'air paisible, une parfaite maison américaine. À l'intérieur, il dormait, rêvant d'Hawaï, rêvant de massage et de cocktails, certain que Grayson serait là le matin pour gérer le désordre. Je suis entré sur la route principale et j'ai accéléré. J'ai conduit jusqu'à mon appartement, un petit 2 pièces à environ 20 minutes de là. Je n'ai pas dormi. J'ai sorti mes valises du placard. J'ai emballé tout ce qui comptait, mon équipement photo, mes objectifs, mes disques durs contenant 5 ans de dossiers fiscaux, cryptés bien sûr, et mon portfolio, mes vêtements. J'ai regardé mon bail. Il était au mois. J'ai fait un chèque pour les 2 mois de loyer suivants et je l'ai glissé sous la porte du propriétaire avec une note indiquant que je partais immédiatement. À 4 heures du matin, mon appartement était vide. Ma vie était rangée dans le coffre et sur la banquette arrière d'une Honda Civic. Je me suis assis sur le siège conducteur. Le moteur tournant au ralenti.
J'ai pris mon téléphone. J'avais des appels. Manquait de clients plus tôt dans la journée, mais je les ai ignorés. J'ai fait défiler jusqu'au numéro de Ruth. Ruth est la sœur cadette de ma mère. C'est le mouton noir, l'échec. Il y a 20 ans, elle a déménagé en Californie pour ouvrir un atelier de poterie. Ma mère l'appelle instable et hippie poubelle. Moi, je l'appelle la seule personne de la famille qui m'ait jamais envoyé une carte d'anniversaire à temps. J'ai appuyé sur appeler. Il était 1h du matin en Californie. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Gray, tout va bien? Il est tard là-bas. Ruth dit je. Ma voix a craqué une seule fois. J'arrive. Je pars. Il y a eu une pause. Puis sa voix est venue, chaleureuse et ferme. Il était temps, chérie. Tu as l'adresse? Oui, conduis prudemment. La clé est sous la grenouille en céramique près de la porte. Je laisserai la lumière allumée. J'ai raccroché. J'ai désactivé le partage de ma position. Puis j'ai fait quelque chose que je voulais faire depuis une décennie. J'ai bloqué ma mère. J'ai bloqué mon père. J'ai bloqué Mason. J'ai bloqué Elena. Je n'ai pas bloqué la ligne fixe de la maison juste au cas où il y aurait une vraie urgence impliquant les enfants. Mais tous les autres étaient partis. J'ai mis la voiture en marché. J'ai pris l'autoroute. Le soleil commençait juste à percer l'horizon, peignant le ciel de teintes violettes et rouges. Je ne me dirigeais pas vers le travail. Je ne me dirigeais pas vers l'épicerie pour Elena. Je me dirigeais vers l'ouest. Pour la première fois de ma vie, je ne roulais pas vers une obligation. Je roulais vers moi-même. Le trajet de Boston à Carmel by the Sea est d'environ 3100 miles. Cela prend environ 46 heures de conduite pure. Je l'ai fait en 4 jours. Ces 4 jours ont été un flou d'air de repos pour camions, de cafés de motels bon marché et de paysages changeants. J'ai vu le vert dense de la Nouvelle-Angleterre céder la place aux champs de maïs plaé infini du Midwest. Puis sont venues les rocheuses, déchiquetées et d'une beauté terrifiante. Puis la poussière rouge du désert. Chaque mile que je mettais entre moi et Boston semblait être un poids physique qui se soulevait de ma poitrine. J'ai gardé mon téléphone éteint pendant la majeure partie du trajet, mais chaque fois que je le rallumais pour vérifier le GPS, des messages vocaux affluaient. Je ne les ai pas écoutés, mais les transcriptions apparaissaient sur l'écran. Maman, mardi, 8h30. Grayson, où es-tu? Les enfants attendent. Ce n'est pas drôle. Mason, mardi, 9h15. Frère, réponds au téléphone. Nous allons manquer notre vol si tu n'arrives pas. Ne sois pas un connard. Elena, mardi, 10h. Je n'arrive pas à y croire. Tu es en train de tout gâcher. Qui va s'occuper d'eux? Nous avons des réservations. Papa, mercredi, 19h. C'est Harold. Tu as abandonné ta famille. Ne t'attends pas à ce que nous soyons là quand tu décideras de revenir en rampant. Tu es en train de te couper de nous. Je l'ai. Et tout supprimé. L'après-midi du 4e jour, j'ai atteint la Pacific Coast Highway. L'océan s'est ouvert à ma gauche, vaste, bleu et infini. L'air sentait différemment ici, plus salé, plus piquant, mélangé à l'odeur d'eucalyptus. Je me suis arrêté devant la maison de Ruth à Carmel. C'était un petit cottage couvert de lierre avec un four à poterie dans le jardin et des carillons éoliens chantant sur le porche. Ruth m'attendait sur les marches. Elle ne ressemblait en rien à ma mère. Elle portait un pantalon en lin ample et ses cheveux gris étaient attachés en un chignon désordonné. Elle m'a serré si fort que j'ai failli perdre l'équilibre. Tu as une sale gueule, gamin, dit-elle, reculant
pour regarder mon visage mal rasé et mes vêtements froissés. Heureux de te voir. Aussi, tante Ruth. Entre. J'ai fait du ragoût. Et Marcus arrive dans 1 heure. Marcus? Marcus Coleman? Maintenant? La panique monta dans ma poitrine. Je n'ai pas pris de douche depuis 4 jours. Il ne se soucie pas de ton odeur. Gray. Il se soucie de ton œil. Va te laver. J'ai pris une douche, je me suis rasé et j'ai mis la seule chemise propre qu'il me restait, une Oxford blanche. Quand je suis entré dans le salon, Marcus Coleman était assis sur le canapé de Ruth, buvant du thé aux herbes. C'était un homme grand, impeccablement vêtu. D'une manière décontractée qui coûtait une fortune. Il s'est levé et m'a tendu la main. Grayson, dit-il, le shadowboxer. Monsieur Coleman, dis-je, lui serrant la main. Appelez-moi Marcus. Votre tante m'a montré les tirages que vous avez apportés. Ceux que vous avez envoyés dans le portfolio numérique étaient bons. Les tirages, ils sont extraordinaires. Il s'est assis et a ouvert un portfolio. En cuir. Je vais être direct. Je ne fais généralement pas ça pour des inconnus. Mais le marché est avide d'authenticité. Votre travail capture la dignité du travail d'une manière que je n'ai pas vue depuis les années 90. Il a glissé un contrat sur la table basse. Je veux lancer l'exposition dans 2 semaines. Invisible Men, Shadow of Labor, nous vendrons les grands tirages à $4000. Je prends 40%, vous prenez 60%. Je couvre tous les frais d'encadrement et de marketing. J'ai fixé les chiffres. $4000 pour une photographie. Je facturais $300 pour une déclaration de revenus complexe qui me prenait 3 jours. C'est réel, ai-je demandé. C'est très réel, dit Marcus. Mais il y a une condition. Vous devez être présent. Vous devez parler au collectionneur. Vous devez être l'artiste, pas le comptable. Pouvez-vous faire cela? J'ai pensé à mon père me disant que je n'avais rien d'important à faire. J'ai pensé à Elena, me tendant les lingettes humides. Oui, dis-je. Je peux faire ça. J'ai signé le contrat. Les 2 semaines suivantes ont été un tourbillon. Je ne restais pas assis. Je choisissais les cadres, j'approuvais l'éclairage, je faisais des interviews avec des blogs d'art locaux. J'ai ressenti une sensation étrange que je n'avais pas ressentie depuis des années. Le respect. Les gens me demandaient mon opinion et l'écoutaient ensuite. Mais la tempête à l'est ne s'était pas dissipée. Elle ne faisait que prendre de la force. J'ai finalement compris ce qui s'était passé grâce au SMS de Madame Miller, la voisine qui avait chuchoté. Pauvre chose à la fête. Apparemment, ma famille n'est pas allée à Hawaï sans moi pour garder les enfants. Et avec l'agence de nounou entièrement réservée ou facturant des primes que Mason ne pouvait pas se permettre, ils ont dû annuler le voyage. Le Four Seasons a une politique d'annulation stricte dans les 48 heures. Ils ont perdu des milliers. Elena était furieuse. Mason me blâmait. Mes parents disaient à qui voulait l'entendre que j'avais eu une crise de nerfs et que j'avais disparu. Puis 3 jours avant l'ouverture de l'exposition, mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai répondu. Est-ce Grayson Dixon? Une voix de femme. Oui, c'est Suzanne de Carmel. Magazine. Nous publions un article sur votre prochaine exposition. Je voulais vérifier quelques détails. Aussi, votre mère a appelé notre bureau. Mon sang se glaça. Ma mère? Oui. Elle a vu la promotion en ligne. Elle? Eh bien? Elle semblait très contrariée. Elle a affirmé que vous aviez volé des biens familiaux. J'ai pris mon appareil photo et mes vêtements, Suzanne. C'est tout. Je m'en doutais, dit Suzanne,
sa voix s'abaissant de manière conspiratrice. Elle semblait difficile. Ne vous inquiétez pas, nous ne lui avons pas donné votre adresse, mais vous devriez savoir qu'elle sait que vous êtes ici, et elle. C'est pour l'ouverture vendredi. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Je me suis assis sur le bord du lit dans la chambre d'amis de Ruth. Il savait. Il n'était pas seulement en colère. Il venait. Je pouvais le sentir. Mes parents ne supportaient pas d'être ignorés. Et ils ne supportaient certainement pas l'idée que je réussisse quelque chose qu'ils jugeaient inutile. Je suis allé voir Marcus. Il pourrait venir, lui dis-je. Ma famille. Marcus sourit. Un sourire de requin qui me fit comprendre pourquoi il avait tant de succès. Qu'il vienne, Grayson. La controverse vend de l'art, mais plus important. Encore, êtes-vous prêt à leur faire face? Non pas comme leur serviteur, mais comme un homme? J'ai touché la poche de ma veste où je gardais les captures d'écran imprimées des emails. Je suis prête, dis-je. Le vendredi soir arriva. La galerie Coastal Light était transformée. Les murs étaient peints d'un blanc pur et éclatant, et l'éclairage était conçu avec précision pour faire ressortir mes photographies. Il y avait 15 pièces exposées, de grands tirages en noiret blanc, le concierge, l'ouvrier du bâtiment, le père fatigué. Les invités commencèrent à arriver à 19h. Ce n'étaient pas les amis de mes parents. Des banlieusards essayant de se surpasser dans l'entretien de leur pelouse. C'étaient des gens sérieux. Des collectionneurs de San Francisco, des magnats de la technologie de la Silicon Valley, des critiques de Los Angeles. Je me tenais près du centre de la pièce, portant un costume bleu marine sur mesure que Marcus m'avait aidé à choisir. Je tenais un verre d'eau pétillante. Grayson. Une femme aux cheveux argentés et à l'allure élégante s'approcha de moi. C'était Madame Peyton. Marcus m'avait parlé d'elle. Elle était de vieille fortune. De la vraie vieille fortune, du genre qui construit des universités et des bibliothèques. Madame Peyton, dis-je, cette pièce, dit-elle, désignant la photographie du père dans le métro, l'épuisement dans ses yeux. Mais la façon dont il tient l'enfant, c'est remarquablement tendre. Cela me rappelle mon propre père revenant de la guerre. Je voudrais l'acheter. J'ai cligné des yeux. Cette pièce était vendue 4500 $. Je serais honoré, Madame Peyton. Elle est vendue, dit-elle fermement. Et je voudrais discuter de la possibilité de vous commander un portrait de mon mari. J'allais la remercier lorsque les lourdes portes vitrées de la galerie s'ouvrirent en grand. Le bourdonnement des conversations dans la pièce cessa instantanément. Debout à l'entrée se trouvait le clan Dixon. Ils avaient l'air décoiffés. Mon père portait un blazer froissé par le voyage. Les cheveux de ma mère étaient crépus, son visage rouge. Mason avait l'air furieux et Helena semblait sur le point de pleurer. Tenant un enfant endormi sur sa hanche, ils scannèrent la pièce comme des prédateurs à la recherche d'une proie. Grayson. La voix de ma mère brisa l'atmosphère sophistiquée de la galerie. C'était le même ton qu'elle utilisait pour me crier dessus parce que je traînais de la boue dans la cuisine. Marcus s'avança, faisant signe à la sécurité de rester en retrait. Il me regarda. J'acquiesçai. Laissez-les entrer. Ils marchèrent vers moi. La foule s'écarta, sentant le drame. Maman, papa, dis-je, gardant ma voix calme. C'est un événement privé. Privé? Mon père balbutia. Ingrat. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? J'ai poursuivi ma carrière, dis-je. Carrière? Mason ricana, s'approchant de moi. Il semblait plus petit que dans mes souvenirs. Ou peut-être que je me tenais juste plus droit. Tu appelles ça une carrière? Prendre des
Photo de clochard? Tu as ruiné nos vacances, mec. Nous avons perdu la compte. Elena a eu des migraines toute la semaine à cause du stress. J'ai besoin que tu rentres à la maison, Grayson. Elena gémit, déplaçant le bébé. Maintenant, je suis de nouveau enceinte. D'accord, nous venons de le découvrir. Je ne peux pas m'occuper d'Oliver et Sophie seule, et Mason est occupé par les affaires. Tu dois revenir et aider. Nous te pardonnerons de t'être enfui si tu pars tous deux. Suite. L'audace flottait dans l'air. Il ne regardait même pas l'art. Il ne voyait pas le point rouge vendu à côté de la photographie derrière moi. Il ne voyait que leur serviteur en fuite. Me pardonner, demandai-je. Vous voulez me pardonner? Ne sois pas difficile. Ma mère claqua des doigts. Nous sommes une famille. La famille s'entraide. Tu as fait ta petite crise de colère. Maintenant, fais tes valises. Nous avons un vol de retour pour Boston demain matin. J'ai regardé autour de la pièce. Les invités regardaient. Madame Peyton regardait, les yeux plissés. Je ne reviens pas, maman, dis-je. Je ne suis pas votre babysitter. Je ne suis pas votre comptable. Et je ne suis certainement pas votre aide gratuite. Excusez-moi. Ma mère recula, serrant ses perles. Comment osez-vous me parler comme ça? Après tout ce que nous avons fait pour vous, nous vous avons donné un foyer. Nous vous avons donné un but. Un but? Répétez-je. C'est comme ça que vous appelez ça? J'ai mis la main dans la poche intérieure de mon costume. J'ai sorti mon téléphone. Je l'avais connecté au système audio Bluetooth de la galerie plutôt pour la musique de fond. J'ai mis la musique en pause. Qu'est-ce que tu fais? Demanda Mason agressivement. Je clarifie mon but, dis-je. J'ai ouvert l'application microphone, mais j'ai ensuite changé d'avis. Je n'avais pas besoin de micro. Ma voix était assez forte. Vous dites que je fais partie de la famille, dis-je à la pièce. M'adressant aux invités, mais fixant mon père du regard. Mais la famille ne se parle pas comme vous le faites. J'ai sorti les imprimés pliés des emails. Il y a 3 semaines, dis-je, brandissant le papier. J'ai trouvé ce fil de mes deux. Patricia Dixon à Elena Hartley. Grayson, n'ose pas. Mon père prévint. S'avançant. J'ai lu à haute voix et clairement. Email de maman, gardé. Grayson ici pour s'occuper des enfants. Il n'a rien d'important à faire de toute façon. C'est comme avoir de l'aide gratuite. Il devrait être reconnaissant que nous lui donnions quelque chose à faire. Un halètement traversa la pièce. Ma mère pâlit. Et la réponse d'Elena, continuai-je, me tournant vers ma belle-sœur. C'est un peu triste, honnêtement, à quel point il est désespéré de vous faire plaisir, mais au moins ça nous arrange. Lol. Arrête, hurla Elena. C'est privé. Et enfin, de mon frère Mason. Je le regardais. Assure-toi qu'il nettoie la Porsche. Je veux qu'elle soit propre quand nous reviendrons. Il aime faire des tâches subalternes. J'ai baissé les papiers. Le silence dans la galerie était lourd, suffocant. Je ne suis pas votre aide gratuite, dis-je, ma voix tremblant d'une rage contenue. Je suis un artiste et ce soir dans cette pièce j'ai vendu 3 photographies. J'ai gagné plus d'argent en 2 heures que je n'en ai gagné en faisant vos impôts pendant 5 ans. Vous avez piraté mon email? Ma mère balbutia, essayant de trouver un angle de victime. C'est illégal. Vous êtes instable. C'est un fraudeur, hurla Mason. Essayant de reprendre le contrôle. Ce n'est pas de l'art. C'est de la merde. C'est juste un comptable raté qui fait semblant. Excusez-moi. La voix coupa.
Le bruit comme un diamant. Madame Peyton s'avança. Elle se tint entre Mason et moi. Elle était plus petite que lui d'un pied, mais elle semblait mesurer 3 mètres. Qui êtes-vous? Mason ricana. Je suis Agatha Peyton, dit-elle. Et je viens d'acheter cette pièce pour $4500. La mâchoire de Mason tomba. $4500 pour une photo? Pour de l'art? Madame Peyton corrigea, quelque chose que vous ne connaissez manifestement pas. Et à en juger par votre comportement et votre costume bon marché, je parie que cette Porsche que votre frère a mentionnée est une location que vous pouvez à peine vous permettre. Mason devint rouge. Vous ne savez pas qui je suis. Je suis un investisseur. Vous êtes un rustre, dit Madame Peyton. Vous interrompez un événement distingué. Je vous suggère de partir avant que la sécurité ne vous escorte. Vous embarrassez ce jeune homme et franchement, vous vous embarrassez vous-même. Mon père regarda autour de lui. Il vit le jugement dans les yeux des gens riches et influents qu'il avait toujours désespérément voulu impressionner. Il vit le dégoût. Sa monnaie sociale s'évaporait en quelques secondes. Grayson, dit mon père, sa voix basse et menaçante. Si tu ne viens pas avec nous tout de suite, tu es déshérité. Tu es hors de la famille. Je le regardais. Je regardais l'homme qui m'avait dit que je ne faisais pas partie du voyage. Papa, dis-je, je n'ai jamais fait partie de la famille. J'étais juste dans la maison. Sortez, dit Marcus Coleman, s'avançant à mes côtés. Des agents de sécurité apparurent à la porte. Ma mère fondit en larmes. De bruyantes larmes théâtrales. Mon fils a été endoctriné. Mon père l'a saisi par le bras. Nous partons. Patricia. Ils tournèrent les talons et s'enfuirent. Mason me lança un dernier regard noir, la haine brûlant dans ses yeux avant de les suivre dehors. Lorsque la porte se referma derrière eux, la pièce resta silencieuse un instant. Puis, Madame Peyton commença à applaudir, lentement au début. Puis Marcus se joignit à elle, puis toute la pièce. Il n'applaudissait pas les photos. Il m'applaudissait. Le coup de l'adrénaline me frappa environ 20 minutes après leur départ. Mes mains commencèrent à trembler si fort que je dus poser mon verre d'eau sur un piédestal. Ruth fut là instantanément. Elle ne dit rien. Elle passa juste son bras autour de mes épaules et serra. Tu as bien fait, Gray, murmura-t-elle. Tu as vraiment bien fait. Marcus s'approcha, tenant un bout de papier. Il avait l'air satisfait. Non, il avait l'air extatique. Eh bien, dit-il, c'était dramatique mais efficace. Nous avons vendu 4 pièces de plus ces 10 dernières minutes. Les gens adorent les histoires, Grayson, et tu viens de leur en donner une sacrée histoire. Il me tendit le bout de papier. C'était un reçu de vente préliminaire. Vente totale, $14 000. Par 2. L'artiste, 60%, soit $8,400. Je fixai le chiffre, $8,400. C'était 3 mois de loyer. C'était la liberté. C'est réel, demandai-je. Le chèque sera émis lundi, dit Marcus. Va prendre l'air. Tu as l'air d'être sur le point de t'évanouir. J'acquiesçai et me dirigeai vers l'entrée principale. J'avais besoin de la fraîche brise océanique. Mais quand je sortis sur le trottoir, il attendait. Ma famille n'était pas partie. Il se tenait près du trottoir, blotti autour d'une berline de location beaucoup moins impressionnante que la Porsche de Mason. Ma mère s'essuyait les yeux avec un mouchoir. Mon père faisait les 100 pas. Mason fumait agressivement une cigarette. Quand ils me virent, ils se redressèrent. Grayson, dit mon père.
Son ton avait changé. Ce n'était plus la voix tonitruante du patriarche. Elle était plus serrée, désespérée. Nous devons parler. Il n'y a rien à dire, dis-je, m'appuyant contre le mur de briques de la galerie. Je me sentais étonnamment calme. Le pire était arrivé, la confrontation, et j'étais toujours debout. Ne sois pas ridicule, dit ma mère, reniflant. Nous sommes tes parents. Nous avons conduit jusqu'à l'aéroport. Volé 6 heures, et conduit encore 2 juste pour te trouver. Nous étions morts d'inquiétude. Vous n'étiez pas inquiet, dis-je. Vous étiez gêné. Il y a une différence. Écoute, Gray. Mason intervint, jetant son mégot de cigarette sur le trottoir. Ça suffit. Tu as fait ton point. Tu nous as embarrassés devant ces snobs. Félicitations. Maintenant, soyons réalistes. Tu ne peux pas vivre ici, tu n'as pas de travail. Tu n'as pas d'endroit où rester. J'ai un contrat avec cette galerie, dis-je. Et je reste chez Ruth. Ruth? Ma mère ricana. C'est une mauvaise influence. Elle l'a toujours été. Elle te montra contre nous. Vous l'avez fait vous-même, maman. Elena prit la parole depuis la voiture où elle avait mis les enfants endormis. Grayson, sérieusement, la date limite de déclaration de revenus approche pour l'entreprise. Tu as tous les dossiers. Tu as les mots de passe. Même si tu es en colère, tu ne peux pas nous laisser tomber. Les lettres de l'IRS. Je ne les comprends pas. J'ai regardé. Mason. Il se tortilla mal à l'aise. Ah, dis-je. Donc c'est ça. Ce n'est pas seulement le babysitting. C'est le risque d'audit. Ce n'est pas un audit, dit rapidement Mason. Juste quelques questions sur le tableau d'amortissement de la voiture. J'ai ri. C'était un son sec et sans humour. Mason, je t'ai dit l'année dernière que la Porsche ne se qualifiait pas comme véhicule utilitaire lourd pour la déduction professionnelle. Tu m'as dit de la faire disparaître. Je ne l'ai pas fait. Je l'ai déclaré correctement parce que je n'allais pas perdre ma licence pour ta vanité. Le visage de Mason devint blanc. Quoi? Je l'ai déclaré correctement. Si tu as essayé de la déclarer différemment sur la déclaration rectificative que tu as déposée toi-même, eh bien, c'est de la fraude fiscale et je ne la corrigerai pas. Tu dois le faire, dit-il, s'approchant, les poings serrés. Tu es le comptable. Plus maintenant. Dis-je. J'ai démissionné. Tu te souviens de la note? Grayson, s'il te plaît, ma mère supplia, changeant de tactique à nouveau. Nous sommes une famille. Ne ruine pas ton frère. Il a un bébé en route. Rentre juste à la maison. Aide-nous à régler ça et nous pourrons discuter. Des limites. Des limites, demandai-je. Maman, tu as envoyé un email disant que j'étais une aide gratuite. Tu ne veux pas de limites. Tu veux un serviteur. Je me suis détaché du mur. J'ai fini. Ne m'appelez pas. Ne venez pas chez Ruth. Si vous me harcelez, je déposerai une ordonnance restrictive. Et Mason, bonne chance avec l'audit. Je te suggérerais de vendre la Porsche pour payer les pénalités. Tu le regretteras, cria mon père alors que je me retournais. Tu échoueras. Et quand tu le feras, ne viens pas pleurer chez nous. Si j'échoue, dis-je, regardant par-dessus mon épaule. Au moins, ce sera mon propre échec, pas le vôtre. Je suis rentré dans la galerie. La chaleur de la pièce m'a frappé. L'odeur de parfum cher et de champagne. Le son du quatuor à cordes jouant doucement. J'ai vu Ruth parler à Madame Peyton. J'ai vu Marcus vendre un autre
Tirage à un jeune couple. Je n'étais plus invisible. Le chemin à parcourir n'allait pas être facile. Je le savais. Mais pour la première fois en 32 ans, le chemin m'appartenait. La première chose que j'ai remarquée à propos de la liberté fut le silence. À Boston, le silence était quelque chose à craindre. Le silence signifiait que ma mère ruminerait sur une offense perçue. Le silence signifiait que mon père calculait le coût de la facture de chauffage. Le silence signifiait que Mason tramait sa prochaine demande d'argent. J'avais l'habitude de remplir ce silence. Par le mouvement, le nettoyage, l'organisation, le calcul, la réparation. J'étais un requin qui devait continuer à nager, sinon je me noierais dans l'heure. Attente. Mais ici à Carmel, 6 mois après l'ouverture de la galerie, le silence n'est que paix. Je me lève à 6 heures du matin maintenant, non pas parce que j'ai une liste de tâches, mais parce que la lumière qui frappe l'océan Pacifique est trop belle pour être manquée. Je loue un petit studio de 3 pâtés de maison chez Ruth. Ce n'est pas un manoir. Il n'a pas de piliers ni de pelouse. Impeccable. Il a de larges planchers en bois qui grincent, une grande fenêtre orientée au nord, et une odeur de sel et de térébenthine. C'est le premier endroit où j'ai vécu qui est entièrement le mien. Ma carrière ne m'a pas transformé en millionnaire du jour au lendemain, mais elle a fait quelque chose de mieux. Elle m'a rendu autonome. Après le succès des Invisible Men, Marcus m'a poussé à continuer à photographier. Le chèque de $8 400 n'était que le début. J'en ai réinvesti la moitié dans de meilleurs objectifs et équipements d'impression. J'ai gardé l'autre moitié sur un compte d'épargne auquel personne d'autres n'avaient accès. Ma nouvelle série s'appelle Boundary. C'est une étude des littoraux. Je vais à Big Sur où les falaises tombent violemment dans la mer. Je photographie le moment exact où l'eau frappe la roche. C'est chaotique, désordonné et violent, mais la roche reste ferme. Elle dit, c'est là que tu t'arrêtes. C'est là que je commence. C'est une métaphore évidemment, mais les collectionneurs adorent ça. J'ai fait la couverture de Carmel Magazine le mois dernier. Le titre disait « L'artiste qui a appris à dire non ». Je n'ai pas envoyé de copies à Boston, mais les nouvelles voyagent même quand on bloque les numéros. Le bouche à oreille est une chose puissante, surtout quand il s'agit de Tante Ruth, qui entretient un réseau d'espions, de vieux amis à Boston, qui en avaient tout autant marre des postures de ma mère que moi. C'est comme ça que j'ai appris l'audit. Cela s'est passé 2 mois après mon départ. Apparemment, 100 mois pour servir de tampon entre les fantasmes de Mason et le gouvernement fédéral. Mason avait décidé de faire preuve de créativité avec sa déclaration de revenus. Il a essayé de réclamer les frais d'annulation du voyage raté de la famille à Hawaï comme une perte de retraite professionnelle. Il a essayé de réclamer le leasing de la Porsche comme une dépense publicitaire à 100%. Il a fait exactement ce que je lui avais dit de ne pas faire. J'ai entendu les détails de Ruth un mardi matin pluvieux pendant que nous jetions de l'argile dans son atelier. Madame Miller m'a appelé, dit Ruth, centrant une motte d'argile sur le tour. Madame Miller était la voisine qui avait murmuré au pauvre chose à la fête d'anniversaire. Elle a dit qu'il y avait des agents de l'IRS à la maison la semaine dernière. Des agents, demandai-je, levant les yeux de mon appareil photo. Comme des agents de terrain? 2 d'entre eux. Apparemment, Mason a déclenché un signal d'alerte tellement vif qu'il pouvait le voir depuis l'espace. Ils ont audité 3 ans de déclaration. Les années que tu n'as pas signé et la déclaration rectificative qu'il a déposée cette année. J'ai ressenti une torsion fantôme dans mon ventre. La vieille anxiété. Papa est-il impliqué? Harold est furieux, dit Ruth avec un sourire sombre. Parce que l'entreprise de Mason était techniquement enregistrée en utilisant l'adresse du domicile.
Ils ont mis une hypothèque sur la maison jusqu'à ce que les pénalités soient payées. Une hypothèque? 70 000 $ d'impôts impayés et de pénalités. Grayson. Mason ne les a pas, Elena ne les a certainement pas. Je me suis assis sur un tabouret. 70 000 $. Si j'étais resté, si j'avais baissé la tête et poli l'argent et fait la magie qu'ils exigeaient, j'aurais trouvé un moyen légal de l'atténuer, j'aurais passé des nuits blanches à réparer son désordre. J'aurais absorbé le stress pour qu'il puisse continuer à conduire son symbole de statut. Qu'est-il arrivé à la voiture, demandai-je. Ruth s'essuya les mains sur son tablier. Parti. Reposé la semaine dernière. Madame Miller a regardé le dépanneur la traîner hors de l'allée. Elle a dit qu'Elena criait sur la pelouse en robe de chambre. J'ai fermé les yeux. Je ne me sentais pas heureux. Je ne ressentais aucune joie sadique. Je me sentais juste soulagé. C'était le soulagement de voir une tempête détruire une maison dans laquelle on ne vivait plus. Où vivent-ils? Ils ont emménagé dans ton ancienne chambre, dit Ruth. Mason et Elena et les 2 enfants, tous dans la suite d'amis. Elena a viré la femme de ménage pour économiser de l'argent. Maman fait apparemment cuisiner Elena. Elena ne cuisine pas, dis-je. Je sais, Ruth rit. C'est un désastre. Et tu sais ce qui est le mieux? Ils ne peuvent pas te blâmer. Ils ont essayé, mais tout le monde sait que tu es parti depuis 6 mois. C'est entièrement, à 100%, leur faute. Une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre. Pas un email. J'avais bloqué cela, mais une lettre physique transmise par la galerie. L'écriture était celle de ma mère. C'était une écriture élégante et bouclée que j'associais autrefois aux bulletins de notes et aux cartes d'anniversaire. Je me suis assis à ma petite table de cuisine, fixant l'enveloppe. Ma main planait au-dessus. Une partie de moi voulait la brûler sans l'ouvrir. Ce serait le geste fort, n'est-ce pas? Détachement total, mais la curiosité est une faille humaine. Je l'ai ouverte. Grayson, j'ai vu le magazine. Tu as l'air différent, plus vieux, plus dur. La tension artérielle de ton père est élevée. Le médecin dit que c'est le stress. Il pose des questions sur toi même s'il ne l'admettra pas. Les choses ici sont difficiles. Mason traverse une période difficile. Le climat des affaires est injuste et le gouvernement le vise. C'est une chasse aux sorcières. Nous vieillissons. Grayson, nous n'avons plus l'énergie pour ce chaos. La maison est bruyante. Les enfants sont indisciplinés. Le calme nous manque. Le temps où les choses fonctionnaient nous manque. Nous sommes prêts à laisser le passé derrière nous. Si tu rentres à la maison pour Noël, nous pourrons parler d'un nouveau départ. Nous ne mentionnerons pas la galerie ni la scène que tu as causée. Nous voulons juste que la famille soit de nouveau unie. S'il te plaît, sois la personne là. Plus mature. Maman. Je l'ai lu 2 fois. Puis je l'ai lu une 3e fois. Cherchant les mots qui n'y étaient pas. Il n'y avait pas de « je suis désolé ». Il n'y avait pas de « nous avions tort ». Il n'y avait pas de « nous sommes fiers ». De toi. Il n'y avait que « nous sommes mal à l'aise ». Le calme nous manque. Le temps où les choses fonctionnaient nous manque. Je ne leur manquais pas. C'était le tampon qui leur manquait. Le tampon humain qui amortissait les chocs. Pour que leur parcours soit sans encombre. Le silence que je leur procurais en ravalant ma propre voix leur manquait. Sois la personne la plus mature. C'était le piège. Cette phrase est l'arme préférée de l'abuseur. Elle se traduit par « tu absorbes le coup pour que je n'ai pas à absorber la culpabilité ». Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. Dehors, le brouillard arrivait de l'océan, épais et gris. Je n'ai pas brûlé la lettre. Ce
serait trop dramatique. Au lieu de cela, j'ai pris un marqueur rouge sur mon bureau. J'ai encerclé une phrase. Le temps où les choses fonctionnaient nous manque. J'ai écrit en dessous, pas moi. Puis, j'ai mis la lettre dans une boîte de classement que je gardais au fond de mon placard, étiquetée et vieille. Affaire. Je ne l'ai pas renvoyée. Répondre leur donnerait des munitions. Cela leur donnerait une ouverture. Le silence était le seul langage qu'ils comprendraient, même s'ils ne pouvaient pas l'interpréter. Cet après-midi-là, j'ai rencontré Julia pour un café. Julia était l'assistante de la galerie, une femme vive avec des ongles tachés de peinture et un rire qui donnait envie de lui confier ses secrets. Nous avions passé du temps ensemble. Rien d'officiel. Encore, mais il y avait une certaine facilité entre nous. J'ai commandé un café noir. Elle a commandé un chai latte. Tu as l'air lourd aujourd'hui, dit-elle, étudiant mon visage. Mauvaise session d'édition. Non, dis-je, Justin. Rappelle d'où je viens. L'équipe de Boston. Oui, une lettre. Elle n'a pas demandé à la voir. Elle n'a pas insisté pour avoir des détails. Elle a juste tendu la main sur la table et m'a tapoté la main. Tu sais, dit-elle, mon père disait toujours qu'on ne peut pas regarder dans le rétroviseur et avancer en même temps. Tu te planterais. Je ne me plante pas, dis-je. Je vérifie juste. L'angle mort. Y a-t-il quelque chose là? J'ai pensé à Mason vivant dans mon ancienne chambre, se disputant avec Elena pour savoir qui cuisinerait le dîner. J'ai pensé à mon père protégeant son fonds de retraite tandis que l'IRS tournait comme des vautours. J'ai pensé à ma mère assise dans son salon parfait, réalisant que son enfant prodige n'était en fait qu'un faux or. Non, dis-je, souriant à Julia. La route derrière moi est vide. Ils sont coincés à la dernière sortie. Bien, dit-elle, levant sa tasse, parce que j'ai des nouvelles. Marcus veut envoyer Boundary à une galerie de Londres le printemps prochain. Londres? Londres, Grayson. Tu vas devenir mondial. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé par la fenêtre la ville qui m'avait accueilli. Londres? Il y a un an, mon monde avait la taille de la cuisine de mes parents. Maintenant, il s'étendait plus vite que je ne pouvais suivre. J'ai alors réalisé que l'aube nouvelle n'était pas seulement une métaphore. Le soleil s'était réellement levé. La longue nuit froide de ma servitude était terminée. Et l'homme assis dans ce café, l'homme buvant du café qu'il avait payé avec une femme qu'il appréciait pour son esprit, discutant d'une carrière qu'il avait bâtie de ses propres mains. Cet homme était solide. Il était visible et il ne reviendrait jamais en arrière. Il y a un endroit sur l'autoroute 1, juste au sud de Carmel, où la Terre abandonne son combat avec l'océan et s'effrite simplement dans le ressac. C'est mon endroit préféré pour réfléchir. J'y suis allé aujourd'hui avec mon appareil photo. Cela fait 1 an depuis la fête d'anniversaire, une rotation complète du soleil. Je me suis assis sur le capot de ma voiture. J'ai troqué la berline Honda contre un Subaru Outback d'occasion qui peut mieux gérer les chemins de terre et j'ai regardé l'horizon. Il y a 1 an, j'étais debout dans un garde-manger, tenant un plateau de crevettes, et on me disait de rester invisible. Aujourd'hui, je tiens un contrat pour une exposition à Londres et un bail pour un espace de studio plus grand en centre-ville. Mais le plus grand changement n'est pas l'argent. Ce n'est pas la voiture. Ce n'est même pas l'art. C'est le silence dans ma tête. Pendant 32 ans, il y avait une voix dans mon esprit qui ressemblait à celle de mon père, disant « Tu n'es pas assez. Tu es une commodité. Tu n'es utile que lorsque tu sers quelqu'un d'autre. » Cette voix est partie. Elle a été remplacée par ma propre voix. Et ma voix dit « Je suis ici. » J'ai sorti mon téléphone de ma poche.
J'ai ouvert ma galerie de photos et j'ai fait défiler jusqu'au tout début. Passez les photos des falaises, passez les photos de Julia riant au dîner, passez les photos de l'ouverture de la galerie. J'ai fait défiler jusqu'à une date d'il y a 3 ans. Il y avait une photo que j'avais prise dans le miroir de la salle de bain de mes parents. Je portais un costume que je détestais. Mes yeux étaient cernés. Mes épaules étaient affaissées. J'avais l'air d'un fantôme hantant sa propre vie. Je me souviens d'avoir pris cette photo parce que je voulais voir si j'avais encore un reflet. Je me sentais si transparent ce jour-là. Je n'étais pas sûr d'exister. J'ai regardé cet homme. J'ai ressenti une vague de pitié pour lui. Il était si fatigué. Il était si désespéré d'une miette d'affection qu'il se serait affamé pour nourrir des gens qui étaient déjà rassasiés. J'ai appuyé sur sélectionner. J'ai appuyé sur l'icône de la corbeille. Supprimer la photo. Cette action ne peut pas être annulée. J'ai appuyé sur supprimer. La photo a disparu. Cela a ressemblé à un rituel. Une rupture finale du cordon. Cet homme n'existe plus. Il est mort la nuit où il est sorti de cette cuisine. J'ai pris mon appareil photo. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de traînées violentes d'orange et de violet. Des couleurs que ma mère aurait qualifiées de voyantes, mais que je trouvais à couper le souffle. J'ai regardé à travers le viseur. J'ai ajusté la mise au point. Je ne cherchais plus des hommes invisibles. Je ne cherchais plus des limites. J'ai tourné l'appareil photo. Je l'ai tenu à bout de bras. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas un sourire niais. J'ai juste regardé dans l'objectif, directement dans la vitre. Clic. J'ai vérifié l'affichage. L'homme sur la photo avait les cheveux ébouriffés par le vent. Il avait des rides autour des yeux à force de plisser les yeux au soleil. Il avait l'air buriné. Il avait l'air réel. Ce n'était pas un selfie. C'était un portrait d'un survivant. Mon téléphone a vibré. C'était un SMS de Ruth. Dîner à 19h. Marcus apporte du vin. Julia apporte le dessert. J'ai répondu, j'apporte le plat principal. J'ai mis la voiture en marche. Je n'ai pas regardé l'océan. Je n'en avais pas besoin. Je savais qu'il serait là demain, tout comme je savais que je serais là demain. Ma famille à Boston est probablement en train de dîner. En ce moment. Peut-être qu'ils mangent des plats à emporter parce qu'Elena ne sait pas cuisiner. Peut-être que Mason se plaint du bus qu'il doit prendre pour aller travailler. Peut-être que mon père regarde son compte bancaire diminuer, se demandant pourquoi les calculs ne fonctionnent plus. Ils vivent dans une prison de leur propre fabrication. Ils ont construit les murs avec leur fierté et barré les fenêtres avec leur ego. Je ne suis plus leur gardien. Je ne suis pas leur clé. J'ai repris la route vers les lumières de Carmel, vers l'art, vers Ruth. Vers Julia, vers une vie désordonnée, imparfaite et entièrement merveilleusement mienne. Je suis Grayson Dixon. Je suis un artiste. Et pour la première fois de ma vie, quand je me regarde dans le miroir, j'aime qui me regarde. L'histoire de Grayson Dixon n'est pas seulement un drame sur une famille riche et un fils négligé. C'est un exemple typique d'une dynamique familiale toxique, connue sous le nom de système de l'enfant d'or contre le bouc émissaire. Dans cette dynamique, les parents narcissiques choisissent un enfant, Mason, sur lequel projeter leurs ambitions et leur image idéalisée d'eux-mêmes, tandis que l'autre enfant, Grayson, est choisi pour absorber le stress, les responsabilités et les échecs de la famille. Grayson a également souffert de la parentification, où un enfant est forcé d'agir comme un parent pour ses propres frères et sœurs, ou même ses parents, répondant à des besoins émotionnels ou logisticaux, détriment de son propre développement.
La leçon la plus importante ici est que les limites ne sont pas des punitions. Elles sont une protection. Lorsque Grayson est parti, il ne l'a pas fait pour blesser sa famille. Il l'a fait pour se sauver. L'effondrement ultérieur de sa famille n'était pas sa faute. C'était la conséquence naturelle de leur propre incompétence, dont Grayson les avait protégés pendant des années. Votre valeur est intrinsèque. Elle ne repose pas sur votre utilité pour les autres. Vous n'êtes pas une commodité ou une aide gratuite. Si vous êtes dans une relation, romantique, familiale ou professionnelle, où votre présence est ignorée mais votre absence est punie, vous êtes exploité. Maintenant, je veux vous entendre. Vous êtes-vous déjà senti invisible dans votre famille ou sur votre lieu de travail? Avez-vous déjà dû vous éloigner de personnes que vous aimiez pour préserver votre santé mentale?